Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Après les deux dernières vidéos sur les voies accessoires dont je vous laisse les liens en description, on va parler aujourd'hui de la tachycardie dont elles sont le plus souvent responsables, à savoir la tachycardie par réentrée orthodromique. Je vous laisserai également les liens des deux premières vidéos sur la série des tachycardies supraventriculaires que je vous conseille de regarder au préalable. Un petit coup d'œil sur le schéma habituel pour comprendre l'initiation et le déroulement de la tachycardie. Dans le cas d'une voie accessoire qui a un passage qui est antérograde et rétrograde, l'influx sinusal, donc en rythme sinusal, il peut aussi bien passer par le nœud auriculo-ventriculaire que par la voie accessoire. Et donc ça va donner un QRS qui sera une fusion entre ces deux influx, ça on en a parlé lors de la première vidéo. Et donc en rythme sinusal, les deux voies de conduction elles vont être traversées par le courant, et ensuite elles vont du coup être réfractaires. Et donc l'influx électrique, lorsqu'il arrive au ventricule, il ne peut pas remonter vers les oreillettes, parce que les voies de conduction, elles seront réfractaires. Bon. Maintenant, on va imaginer que cette voie accessoire, elle a une période réfractaire qui est plus longue que celle du nœud. On va prendre des chiffres au hasard, on va dire que la période réfractaire de la voie accessoire, c'est 400 millisecondes, et que la période réfractaire du nœud, c'est 300 millisecondes. Et bien, tout extrasystole, dont la précocité elle est entre 400 et 300 millisecondes, toute extrasystole atriale, elle va pouvoir passer par le nœud auriculo-ventriculaire, là c'est bon, mais elle va bloquer au niveau de la voie accessoire, c'est normal, elle est plus précoce que la période réfractaire de la voie accessoire. Donc cette extrasystole, elle va donner des QRS qui sont fins, parce qu'elle passe uniquement par le nœud auriculo-ventriculaire, et évidemment, quand elle va arriver ici, elle va rencontrer la voie accessoire qui n'a pas été dépolarisée, qui n'est pas réfractaire. Elle va pouvoir remonter vers les oreillettes, et ensuite, elle va retrouver le nœud, redescendre par le nœud, remonter par l'oreillette, et la tachycardie, elle commence ainsi. Ce phénomène peut survenir également dans le sens rétrograde, mais cette fois-ci avec le nœud auriculo-ventriculaire qui bloque avant la voie accessoire, donc une ESV qui bloque dans le nœud et remonte par la voie accessoire, en fait, elle permettrait à l'influx de pouvoir redescendre par le nœud qui n'a pas été excité, qui n'est donc pas réfractaire, et ça donne le même type de tachycardie, remonter par la voie accessoire, descendre par le nœud, à savoir une tachycardie par réentrée orthodromique. La tachycardie qui tourne dans l'autre sens, à savoir remonter par le nœud, descendre par la voie accessoire, elle s'appelle une tachycardie par réentrée antidromique, et je ne vais pas en parler dans cette vidéo pour plusieurs raisons. D'une part, elle est beaucoup plus rare que la tachycardie orthodromique, et d'autre part, comme l'influx descend par la voie accessoire, elle donne des QRS, des tachycardies à QRS larges, ce qui rentre dans une autre entité diagnostique. Alors, quelles caractéristiques peut-on déjà mettre en évidence sur ce schéma? Déjà, le circuit électrique, on voit qu'il comporte aussi bien l'oreillette que le ventricule, et contrairement à ce qu'on avait vu par exemple pour la tachycardie par réentrée intranodale, le ventricule ici fait pleinement partie du circuit. Et ce circuit il comporte obligatoirement aussi bien le ventricule que l'oreillette qui y sont indispensables. Ça, première chose. Deuxième élément de différence par rapport à une tachycardie par réentrée intranodale, cette fois-ci, l'influx électrique, il n'active pas les ventricules et les oreillettes en parallèle, mais en série. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez bien qu'ici, le ventricule il est activé à ce moment-là, ensuite l'influx il remonte par la voie accessoire et active l'oreillette, ensuite l'influx il remonte, il redescend par le nœud et active le ventricule, et ainsi de suite. Et donc, les oreillettes et les ventricules, ils sont activés les uns après les autres et pas en même temps. Et donc, par définition, l'espace VA, qui est le temps entre l'activation du ventricule et de l'oreillette, il ne peut pas être aussi court que si ces deux éléments étaient activés en même temps. Et donc, on dit que le VA, qui est mesuré sur le cathé du IS dans une tachycardie par réentrée orthodromique, il est supérieur à 60 millisecondes. Et s'il est inférieur à 60 millisecondes, c'est que ça ne peut pas être ça. Maintenant, troisième élément, c'est l'activation atriale. On voit que l'oreillette, elle est activée exclusivement par la remontée par la voie accessoire. Et donc, la toute première activation atriale, qui serait dans notre exemple juste ici, en fait, elle indique de ce fait la localisation exacte de la voie accessoire. Enfin, et je finirai là-dessus sur ce schéma, vous voyez que sur le circuit, la branche de conduction du côté de la voie accessoire, elle a une importance qui est majeure, et ça aura des conséquences cliniques dont on parlera aussi un petit peu plus tard. On va pouvoir retrouver toutes ces caractéristiques sur l'exploration électrophysiologique en reprenant le plan habituel d'analyse de toute tachycardie supraventriculaire qu'on a vu sur les anciennes vidéos.
On va commencer par le démarrage de la tachycardie. Et pour la tachyparéentrie orthodromique, il y a plusieurs modes de démarrage possibles et ils ne sont pas tous aussi caractéristiques que ceux de la tachycardie paréentrée intranodale. Bon, je vous donne un premier exemple où c'est la situation la plus simple, la plus caricaturale. Donc là, on a une image de la baie avec le CG de surface ici, un cathéter du ventricule droit, un cathéter de l'oreillette droite, un cathéter ischien et un cathéter du sinus coronaire. On stimule l'oreillette à un train de stimulation de 600 millisecondes et ensuite on applique un extra-stimulus à 290 millisecondes. Bon. On voit que quand on stimule l'oreillette à 600 millisecondes, on a une préexcitation qui est évidente, qu'on voit très bien ici en D1, ce qui indique obligatoirement un passage par une voie accessoire. Ensuite, quand on fait cet extra-stimulus à 290 millisecondes, il y a plusieurs choses qui se passent. Première chose, on voit que le délai entre le spike de stimulation et le QRS il s'allonge très franchement, et ces QRS ils sont d'un coup très fins, il n'y a plus de préexcitation. Donc ça prouve que cette voie accessoire, elle a bloqué dans le sens antérograde, qu'elle ne conduit plus. On peut également voir que le AH ici, il est lent. Ça, c'est dû au fait que cette extrasystole, elle est précoce et que donc le nœud, il lui faut beaucoup de temps pour le conduire. Et ça se trouve, cette extrasystole, elle passe même par une voie lente. Et une fois que ces QRS sont devenus fins, en fait, on a une tachycardie qui commence. Et ça s'explique assez facilement. La voie accessoire, elle a bloqué à ce niveau-là dans le sens antérograde. Et donc, quand l'influx descend par le nœud, il va retrouver une voie accessoire qui va permettre le passage rétrograde de l'influx vers l'oreillette et ensuite redescendre par le nœud et ainsi de suite. Bon. Donc, si vous avez une tachycardie qui commence comme ça, à savoir une préexcitation qui disparaît sur un ESA précoce, puis un démarrage de tachycardie, là, c'est facile, c'est un cas caricatural, ça laisse assez peu de doute sur le diagnostic. Le démarrage de la tachycardie n'est pas toujours aussi caricatural, typiquement dans le cas des quintes masquées ou cachées, à savoir qui n'ont pas de conduction antérograde ou alors dont la conduction antérograde n'est pas visible. Ça, c'est l'exemple que je vous montre ici sur la baie. Ou alors, si le déclenchement il se fait via une ESV qui bloque dans le nœud et qui remonte uniquement par la voie accessoire, bah ça, on ne peut pas le voir non plus sur le sujet de surface. Donc, dans tous ces cas que je viens de vous citer, le déclenchement il est aspécifique et il ne donne pas d'argument en faveur de diagnostic de tachy par réentrée orthodromique versus un autre type de tachycardie. On va maintenant s'intéresser à l'arrêt de la tachycardie. Donc une tachycardie par réentrée orthodromique, elle utilise deux voies de conduction, la voie accessoire et le nœud auriculo-ventriculaire. Et parmi ces deux voies, le maillon faible, entre guillemets, c'est le nœud. On a vu dans les anciennes vidéos que la conduction électrique dans le nœud, elle était extrêmement dépendante du système nerveux autonome. Et ça, c'est beaucoup moins le cas pour les voies accessoires. Et par ailleurs, on sait que la conduction du nœud, elle dépend également beaucoup de la vitesse de l'influx électrique. Donc le plus souvent, quand il y a une variation dans la conduction lors d'une tachycardie par réentrée orthodromique, c'est plutôt dans le sens oreillette vers les ventricules qui est le sens de conduction du nœud auriculo-ventriculaire. Et donc, si la tachycardie s'arrête spontanément, c'est souvent parce que le maillon faible a lâché, et le maillon faible étant le nœud, bah en fait, c'est que une oreillette n'a pas pu passer vers le ventricule parce que le nœud a arrêté de conduire et que ça a fait arrêter la tachycardie. Et que donc la dernière activité qu'on détecte juste avant l'arrêt de la tachycardie, c'est une activité atriale. Ça, c'est ce que vous voyez ici, avec une tachycardie par réentrée orthodromique qui s'arrête, et la dernière activité qu'on détecte, c'est une activité atriale. Ce type d'arrêt, il n'est pas systématique. La tachycardie peut également s'arrêter parce que la voie accessoire bloque, c'est juste beaucoup moins fréquent. Cette variation de conduction dans le nœud auriculo-ventriculaire, elle explique également les variations de cycle qu'on peut rencontrer. Ici, un exemple pour mieux comprendre avec une tachycardie par réentrée orthodromique classique. Nous avons notre tachycardie avec au départ une remontée de l'influx du ventricule vers l'oreillette ici, puis une descente de l'oreillette vers le ventricule avec la succession AHV, un passage par le nœud auriculo-ventriculaire. La tachycardie, elle a un cycle à 350 millisecondes, et comme c'est une tachycardie avec un rapport atrio-ventriculaire en 1 pour 1, toutes les oreillettes, tous les is et tous les ventricules, ils sont séparés de 350 millisecondes. La tachycardie, elle suit son cours, le ventricule remonte à l'oreillette par la voie accessoire, descend par le nœud, remonter vers l'oreillette par la voie accessoire, et ainsi de suite. Et à un moment, pour une raison ou pour une autre, on retrouve un allongement de la conduction dans le nœud auriculo-ventriculaire. Donc ça va se voir via un allongement de l'espace AH, c'est un allongement dans le nœud. Donc ici, on a un allongement de l'espace AH, cet AH là, il est un peu plus long que cet AH là,
Et donc ce is-là, il sera un peu plus tardif que les is d'avant, et donc l'espace entre les deux is ici sera un peu plus lent. Donc à 380 millisecondes versus 350 pour ceux d'avant. Comme le HV il est stable, bah en fait le ventricule aussi sera un tout petit peu plus tardif, donc 380 millisecondes. Et ensuite le VA il est stable aussi, hein, la remontée par la voie accessoire elle est stable. Le A d'après il va être aussi un tout petit peu plus tardif à 380 millisecondes. Et ensuite, la tachycardie, elle, continue comme ça, avec une descente et une remontée par la voie accessoire, avec un cycle de la tachycardie qui sera un tout petit peu plus lent qu'au préalable, à 380 millisecondes. Maintenant, si on regarde les cathéters de manière séparée, à savoir le cathéter atrial du is et du ventricule, on remarque que la toute première variation de cycle, elle survient sur le cathéter du is, on la voit sur le cathéter du is à 380 millisecondes, puis sur le ventricule dans un second temps, et enfin, en tout dernier, dans l'oreillette. Ici, un cas pratique, on voit une tachycardie par réentrée orthodromique avec un cycle un petit peu variable, au départ à 334, puis 372, puis 348, et on voit par exemple que ici, quand le cycle il passe de 334 à 372, qui s'allonge un petit peu, on voit que cet allongement, il se voit au tout début sur l'espace HH, ici, puis sur l'espace VV un peu plus tardivement, puis sur l'espace AA, et ainsi de suite. Quand ça se raccourcit 348, c'est au départ sur HH, puis sur VV, puis sur AA. Et d'ailleurs, ces variations de cycle elles surviennent très fréquemment juste avant l'arrêt spontané de la tachycardie. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on voit ici par exemple que le dernier signal avant l'arrêt de la tachycardie, c'est un bloc de conduction dans le nœud avec un premier signal atrial juste ici avant l'arrêt. Et donc ce timing de variation du cycle, c'est un des éléments qu'on utilise pour le diagnostic différentiel des différentes tachycardies supraventriculaires. Et pour les tachycardies par réentrée orthodromique, on a donc plutôt une variation de l'espace VV qui précède la variation de l'espace AA. On va maintenant s'intéresser à la tachycardie en tant que telle. Et la première chose à analyser, c'est la relation entre les oreillettes et les ventricules. Ça, c'est valable pour toutes les tachycardies supraventriculaires. Ici, vous remarquez que pour chaque ventricule, ici, avec un signal ventriculaire ici, vous avez une oreillette. Un ventricule, une oreillette, un ventricule et une oreillette. Donc c'est une relation atrioventriculaire en 1 pour 1. Et cette relation, elle est obligatoire pour une tachycardie par réentrée orthodromique. Comme on l'a vu tout à l'heure, les oreillettes et les ventricules font partie du circuit. Ils sont tous les deux indispensables à ce circuit. Et si l'influx il bloque dans l'un ou dans l'autre, la tachycardie elle va s'arrêter. Donc si vous voyez une tachycardie où même de manière transitoire il manque une oreillette ou un ventricule, ça vous élimine de manière formelle la tachycardie par réentrée orthodromique. Deuxième élément essentiel, la mesure de la durée VA. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, l'activation du ventricule et de l'oreillette se fait en série, l'un puis l'autre. Et il en résulte un VA qui est relativement long, en tout cas par rapport à une tachycardie par réentrée intranodale, où l'activation se fait en parallèle. Et la valeur seuil, c'est de 60 millisecondes quand elle est mesurée sur le cathéter du IS. Alors je vous conseille vivement de faire cette mesure sur le cathéter du IS et de respecter les règles de mesure du VA, à savoir qui se mesure du début du QRS de surface au début de l'activité atriale sur le cathéter du IS. Ici, typiquement, si vous mesurez un VA, entre guillemets, sur le cathéter du sinus distal, entre le début de l'activité ventriculaire et le début de l'activité atriale sur le sinus distal, vous allez avoir l'impression que le V et le A sont très proches, et des fois ils peuvent même être collés. Et ça, c'est uniquement dû au fait que vous êtes en contact direct de la voie accessoire, et vous êtes dans une zone où l'influx électrique va passer directement du ventricule vers l'oreillette sans aucune forme de ralentissement. L'élément suivant à analyser, comme pour toute tachycardie supraventriculaire, c'est comment s'active l'oreillette. Ici, on voit que la toute première activité atriale, elle est sur le cathéter du sinus distal, puis le sinus moyen, puis le sinus proximal, puis le is. C'est donc une activité qui est excentrique. Or, dans une tachycardie par réentrée orthodromique, l'activité atriale, elle dépend uniquement de la remontée par la voie accessoire. Et donc l'analyse de cette activité, elle est très utile parce qu'elle indique en pratique la localisation de la voie accessoire. Ici, par exemple, elle est latérale gauche, ce qui explique cette activation de latérale vers le septum. Autre exemple ici, on a toujours une tachycardie avec un rapport atrioventriculaire en 1 pour 1, un ventricule, une oreillette, et cette fois-ci, il y a une activation de l'oreillette qui est concentrique, avec une première activité atriale sur le cathéter du is, puis sinus proximal, puis moyen, puis distal, et je vous ferai remarquer également que le VA, quand on le mesure sur l'œil is, il est toujours supérieur à 60 millisecondes, et cette activation, qui est concentrique, elle est cette fois-ci en rapport avec une tachycardie par réentrée orthodromique utilisant une voie accessoire qui est septale, ce qui explique l'activation du septum vers la paroi latérale.
Je vous ferai également remarquer que cette activation concentrique du sinus, elle est moins aidante pour la localisation de la voie accessoire parce que on aurait ce type d'activation pour toutes les voies accessoires qui seraient septales, mais également toutes les voies accessoires qui seraient à droite, en pratique, où même une remontée par là donnerait une activation is, puis sinus proximal, puis moyen, puis distal. Un dernier élément caractéristique des tachycardies par réentrée orthodromique pour finir. Ici, un exemple de tachycardie qui utilise une voie accessoire gauche, donc une descente par le nœud auriculoventriculaire, un passage de l'influx électrique par les deux branches de conduction, ce qui donne des QRS fins, puis une remontée par la voie accessoire. Bon. Supposons maintenant qu'on a un bloc de conduction sur la branche gauche, donc un bloc de branche gauche. Ce bloc de branche gauche ne va pas empêcher la tachycardie de tourner, puisque l'influx électrique il va pouvoir passer encore par la branche droite. Cette fois-ci, par contre, les QRS sont larges, avec un aspect de bloc de branche gauche, par définition. Et ici, on va avoir une première activation ventriculaire qui va être juste là. Ensuite, cet influx il va devoir traverser tout le ventricule droit, puis tout le ventricule gauche, accéder à la voie accessoire, et enfin accéder à l'oreillette. Et donc, l'espace VA, il va être long, il va être en tout cas beaucoup plus long que si la première activation ventriculaire, elle se passait ici, et une remontée directement par la voie accessoire. Donc ce bloc de branche, il va résulter en un VA qui est plus lent, et par la même occasion, un circuit qui sera beaucoup plus long à traverser, et donc un cycle de la tachycardie qui sera plus long, et donc une tachycardie qui sera plus lente. Ici, un exemple, on a une tachycardie à QRS large, juste ici, avec un rapport VA 1 pour 1. On a un ventricule pour une oreillette, un ventricule, un ventricule, ainsi de suite. Au début, les QRS sont larges avec des V1 qui sont un V1 qui est négatif, qui est largement négatif, donc c'est un aspect de bloc de branche gauche. Et quand on a ces QRS, on a un VA qui est à 120 millisecondes et un cycle de la tachycardie à 325 millisecondes. D'un coup, les QRS s'affinent, on perd cet aspect de bloc de branche gauche, et on a un VA qui perd 20 millisecondes, on passe à 100 millisecondes, et ces 20 millisecondes, on les perd également sur les cycles de la tachycardie, qui est cette fois-ci plus rapide, à 305 millisecondes. Donc ce ralentissement, il est appelé bloc de branche ralentisseur, et ce bloc de branche ralentisseur, il est quasiment pathognomonique d'une tachycardie par réentrée orthodromique. Le bloc de branche ralentisseur, il indique également le côté de la voie accessoire. Ici, vous voyez par exemple que si on avait un bloc de branche droit, en fait ça ne changerait absolument rien au circuit de la tachycardie qui tournerait dans le même sens, de la même manière, et donc ça ne ferait varier ni le VA ni le cycle de la tachycardie. C'est ce que vous voyez sur cet exemple pratique là. Vous avez une tachycardie avec au départ des QRS larges, V1 très positif avec un aspect de bloc de branche droit, puis des QRS fins, et que ce soit le VA ou le cycle de la tachycardie, ils sont les mêmes, que les QRS soient larges ou ils soient fins. Et donc, le bloc de branche ralentisseur, il indique déjà qu'il y a une tachycardie par réentrée orthodromique, mais il indique surtout que la voie accessoire, elle est du côté du bloc de branche. Donc si vous avez un bloc de branche ralentisseur avec un aspect de bloc gauche, c'est que la voie accessoire, elle est à gauche. Alors ça, c'est une image de la baie de ma collection personnelle que je vous montre avant de finir, parce qu'elle est assez parlante, qu'elle regroupe pas mal de choses dont on a déjà parlé. Donc ici, comme cathéter, on a D1, D2, D3 et V1, qui sont les ECG de surface. On a un cathéter quadripolaire du IS, IS 1, 2, IS 3, 4. Un cathéter décapolaire du sinus coronaire, 1, 2, donc le sinus coronaire distal, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, 10, le sinus coronaire proximal ici, et un cathéter quadripolaire du ventricule droit avec VD1,2 et VD3,4. Vous remarquez déjà que les signaux ils sont un peu différents de ce que je vous montre habituellement, ils ne sont pas aussi beaux, ça c'est la vraie vie. Donc ici, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de stimuler sur le sinus 1,2, juste ici, donc on stimule l'oreillette avec un train de stimulation de base à 600 millisecondes, et ensuite une extrasystole, un S2 à 300 millisecondes. Quand on stimule à un train de stimulation de 600 millisecondes, on voit que on a une préexcitation qui est assez majeure avec des QRS très larges, vous voyez ici, et vous pouvez remarquer également sur le IS, ici, que le HV il est très court, voire même négatif, hein. Vous voyez que le H il est après le début du ventricule, et donc ça confirme le fait qu'on ait un passage antérograde majeur par une voie accessoire. Ce qu'on peut remarquer maintenant quand on fait le S2 à 300 millisecondes, on a un allongement important du délai de la stimulation au QRS, avec des QRS qui s'affinent et qui perdent la préexcitation qu'il y avait ici. Donc on a perdu le passage par la voie accessoire et on a une tachycardie qui débute. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette tachycardie? Première chose, on a un tachycardie avec un rapport atrioventriculaire en 1 pour 1, un ventricule, une oreillette, un ventricule, une oreillette, un ventricule, une oreillette. Deuxième chose à dire, le VA, l'oreillette ici, elle est juste ici. Le VA, il n'est pas mesuré, mais vous voyez bien qu'il n'est pas collé, hein. Il est probablement supérieur à 60
millisecondes ici. Voilà. Troisième chose à dire, les signaux sont pas très beaux, mais on voit que la première activité atriale, elle est probablement ici, sur le sinus 1, 2, puis 3, 4, puis 5, 6, puis 7, 8, puis 9, 10, et enfin sur le IS, donc c'est une activation atriale qui est excentrique. Et enfin, ce qu'on peut voir également, c'est qu'au début de la tachycardie, on a des QRS qui sont larges, juste ici, ces deux complexes-là, ils sont larges, avec un V1 qui est négatif, donc un aspect de bloc de branche gauche, et ensuite ces QRS s'affinent sur les deux complexes d'après, juste ici, et vous voyez que sur les QRS larges, on a un cycle de la tachycardie à 358 millisecondes, et quand les QRS s'affinent, la tachycardie devient plus rapide avec un cycle de la tachycardie à 339 millisecondes. Donc en une image, ici, je vous montre quasiment toutes les caractéristiques dont on a parlé d'une tachycardie par réentrée orthodromique qui utilise une voie accessoire latérale gauche. On arrive ainsi à la fin de cette vidéo. Donc en résumé, une tachycardie par réentrée orthodromique, c'est une tachycardie avec une oreillette, un ventricule, ça c'est obligatoire, un VA qui est relativement long, donc supérieur à 60 millisecondes sur le caté du LIS, et dont l'activation atriale dépend et indique du coup la localisation de la voie accessoire. Merci pour votre attention et à bientôt.